qu'il faudrait quand même, dans un premier temps, noter, c'est que le, le bilan environnemental, ça a été rappelé dans l'atelier environnement, on a pu le voir, sur les pollutions et les impacts environnementaux liés à la pêche de plaisance. Il se trouve qu'il est, il est extrêmement faible. Alors je ne l'ai pas remis là, mais je vous rappelle le camembert qui avait été présenté et qui faisait apparaître que l'impact environnemental au niveau en particulier des pollutions de la plaisance et de la pêche de loisirs en mer était de l'ordre de 1%. En rappelant que, la plupart des pollutions qu'on constate dans la mer, pas la plupart, mais 80%, puisque c'est à peu près le chiffre admis par tout le monde, des pollutions qu'on retrouve dans la mer sont d'origine terrestre. 20% d'origine marine, et dans ces 20% d'origine marine, il y a 1% lié à la plaisance. Voilà. Donc, ça c'est le premier point qu'il faut retenir. Et donc, bon, au sens environnemental large, etc., si on parle de l'impact culturel et sociologique à travers le nombre de personnes touchées, alors je rappelle les chiffres que Louis Morvan donnait dans le poids économique. On considère aujourd'hui que dans une famille, il y a, Louis, c'est 1,5 pêcheurs. Dans une famille française, il y a 1,5 pêcheurs. C'est montrer quelque part tout l'impact que peut avoir nos activités sur le plan sociologique. En rappelant quand même que ces activités-là concernent, si on considère toutes les activités, c'est-à-dire pêche à pied, pêche du bord, pêche en bateau ou pêche en plongée, on s'adresse quasiment à toutes les catégories d'âge et à toutes les catégories sociales. Donc il n'y a pas beaucoup d'activités qui aient un spectre aussi large. Alors dans ce moment-là, on voulait quand même mentionner que on fait des choses nouvelles avec les autorités en place, les institutionnels, notamment, on citait ce matin le cas du projet LIFE et des choses comme ça. Mais ce qu'on voulait souligner, ça n'enlève rien aux actions nouvelles, mais on voulait souligner, c'est qu'on n'a pas attendu ce genre d'action pour commencer. La plupart des fédérations ici présentes, les 5 fédérations présentes, que je voudrais quand même rappeler, la FFESM, on a tous des noms un peu à coucher dehors, mais c'est comme ça. FFESM, Fédération d'études et de sport sous-marin, Fédération française d'études et de sport sous-marin. La FCSMP, Fédération chasse sous-marine passion. La FFPM, Fédération française de pêche en mer. L'UNAN, l'Union nationale des associations de navigateurs, et la fédération que je préside, à savoir la FNPPSF, Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France, sont 5 fédérations qui, depuis des années, ont entrepris, à leur niveau, d'une façon ou d'une autre, sous des formes diverses et variées, ont entrepris des campagnes importantes visant à sensibiliser leurs adhérents, et à travers leurs adhérents, plus que leurs adhérents, les pratiquants, aux bons gestes, aux bonnes pratiques. Donc, ceci est fait. Bon, si vous voulez, on pourrait vous citer des exemples. Ils sont innombrables. Bon, et donc, et on continue évidemment à le faire. Et il est clair que, comme on le disait ce matin, quand ces démarches gagneraient à être peut-être plus structurées, plus encadrées. Et c'est un peu ce qui s'est fait dans le cadre du projet LIFE et dans d'autres projets. Il y a beaucoup de projets aussi au niveau de la Fédération française des études sous-marins et de chez vous. Vous avez aussi des projets intéressants. Dans ce que vous appelez, vous, les sciences participatives. On en a longuement débattu ce matin. Donc voilà. Donc c'est toutes ces choses-là qu'on voulait rappeler et dire que nous, on est engagés et on continue à être engagés dans ces actions. Il reste, malgré tout ça, on pourrait dire, vous auriez pu peut-être penser que le discours consistait à dire, bon, on a fait ça et il n'y a plus rien à faire.
C'est pas du tout notre pensée. Et du tout, on est bien conscient qu'il reste encore beaucoup à faire. Et ce qu'on voulait vous dire à ce niveau-là, en préambule, le dire à l'Assemblée, mais le dire aussi aux responsables des ministères et des structures avec lesquelles on est censé travailler, comme le Conseil national de la mer et des littoraux, ou comme les aires marines protégées, ou comme évidemment le ministère, représenté ici par Madame Agnès Vince, et donc au titre de la direction de l'eau et de la biodiversité, et représentant le ministre, Monsieur Philippe Martin, vous dire que les fédérations vous renouvellent leur engagement total pour une pêche de loisirs et une plaisance éco-responsable. Et ce qu'on veut dire aussi, l'autre message fort qu'on voudrait vous passer, c'est que on peut faire des choses, mais que tous ensemble, on peut certainement faire beaucoup mieux. Ça veut dire quoi? Ça voudrait qu'il faudrait qu'on arrive à, à structurer un engagement plus complet de toute la filière. Quand j'ai toute la filière, ce sont les décideurs, mais ce sont aussi les industriels, qui étaient là aussi présents avec nous et qui, à mon avis, sont prêts à le faire, mais même si ce n'est pas structuré et organisé aujourd'hui, les distributeurs, les usagers. Il faut intégrer, à mon avis, c'est toute la filière qui doit se mobiliser sur ce genre d'action. Voilà ce que je voulais dire dans un premier temps au niveau de cette table ronde. Et volontairement, je n'irai pas plus loin pour laisser beaucoup de place au débat sur le sujet, parce que je pense qu'il y a beaucoup à débattre. Et je laisse la parole à qui veut la prendre sur le sujet. Oui, merci Jean. Je crois que pendant ces 2 jours, il a été beaucoup question, d'ailleurs, une des premières interventions, c'était l'enjeu de la connaissance. C'est vrai que l'enjeu de la connaissance est un enjeu extrêmement important. Et tout à l'heure, avant le repas, il a été souligné l'enjeu pas de la communication, l'enjeu de l'éducation. Je pense que donc un axe important du travail qui doit être fait et qui est fait par beaucoup de fédérations et beaucoup de responsables, c'est bien de faire partager, de faire savoir, de faire connaître. Donc l'éducation à l'environnement me semble être un axe extrêmement important de l'action qui est menée aujourd'hui et qui doit être menée demain. Nous avons la chance d'avoir des responsables de structures importants. Je pense que peut-être c'est l'occasion de les écouter à cet égard. Alors, peut-être Madame Vince, vous êtes directrice adjointe donc à la commission, à la direction de l'eau et de la biodiversité. Je vous remercie. Merci. Donc, d'abord, remercier de l'invitation que vous avez donc formulée auprès du ministre, Monsieur Philippe Martin, donc, qui m'a demandé de le représenter aujourd'hui. Donc, tout à fait modestement, je participerai donc au débat cet après-midi. Ce que je voudrais donc souligner, c'est d'abord, bien sûr, j'ai entendu l'engagement que vous venez de renouveler, Monsieur Kieffer, des fédérations. Engagement qu'on a bien sûr noté, et on s'appuie beaucoup sur vous pour travailler sur un certain nombre de choses. Donc, depuis que je suis là, donc ce matin, donc j'assiste à un plaidoyer qui peut ne faire évidemment que plaisir quand on est au ministère de l'écologie, un plaidoyer fort qui est formulé à travers différentes interventions sur vos préoccupations en matière d'état des milieux. Vous dites vous-même que vous êtes préoccupé de l'état des pollutions, de l'état de différents aspects, et que vous souhaitez pouvoir contribuer à votre manière, et bien sûr, vous appelez aussi de vos voeux que d'autres y contribuent aussi. Ça va de soi. Donc cet effort collectif, on l'a bien noté. Alors, ce que je voudrais aussi souligner, c'est que le premier point qui appelle notre attention, ce que vous dites autour de la connaissance, bien sûr, c'est une connaissance pour l'action, parce qu'on n'est pas là pour accumuler des connaissances indéfiniment. Donc, les structures universitaires sont là, heureusement, pour le faire. Mais là, il s'agit d'une connaissance pour l'action. Et on vous remercie, bien sûr, beaucoup d'appeler notre attention autour de ça. Alors, la charte à laquelle donc, vous êtes contributeur direct, c'est une charte, bien sûr, qui permet, qui apporte un certain nombre de solutions. Et on a donc, je voudrais de ce point de vue remercier beaucoup votre action très sincèrement au nom des différentes directions, la direction de la pêche et celle à laquelle j'appartiens. Également remercier l'action du Conseil supérieur de la navigation de plaisance qui anime les travaux. Donc effectivement Antoine Pichon qui était là et son président hier. Donc grâce à cette action et l'action de tous,
vous pourrez faire des avancées. Alors, je voudrais simplement relever que sur la connaissance, certains ont dit qu'il faut enlever un peu d'affectif autour des différents sujets. Alors, la connaissance, ça permet ça, évidemment. Donc, la connaissance, ça permet d'avoir des données raisonnées, des données parfois venant des scientifiques, mais comme vous l'avez souligné, des données venant également des associations, des acteurs. Je voudrais rappeler de ce point de vue que lors de la conférence environnementale qui s'est tenue cet automne, en septembre dernier, donc dans la table ronde 4 qui portait sur la protection de la biodiversité marine, la protection des mers et des océans, donc la mesure 1 qui a été retenue par le gouvernement consiste à vouloir valoriser la connaissance, en particulier les sciences participatives. Donc la volonté, en effet, de pouvoir valoriser et faire contribuer l'ensemble des acteurs à cette connaissance, une connaissance pour l'action. Alors voilà, peut-être, comme je ne connais pas tout à fait les règles des interventions, je m'arrêterai là pour laisser la parole et j'interviendrai peut-être sur d'autres points. Merci, Madame Vince. Pierre Mailleux, pour la Fédération Chasse sous-marine Passion. Je vous remercie d'avoir souligné que nous avions mis en avant notre volonté de donner de mesurer raisonnablement l'évolution. Je parle pour nous, les chasseurs sous-marins, par exemple, l'évolution de l'habitat. Cette volonté de participer, donc elle est actée. Donc, si bien les sciences participatives maintenant sont gravées dans un texte, c'est très bien. On a fait du chemin parce qu'en 1992, il y a eu la taxifolia et il y avait un monopole de l'étude. 2 monopoles, en fait. Bon, bref. Concurrence sur ce qu'est l'interprétation de l'invasion de la colerpe. Il y avait d'un côté, il y avait l'algue tueuse, et de l'autre, un autre labo qui disait que c'était tout à fait naturel. Et au milieu de tout ça, c'était à Monaco. Et au milieu de tout ça, il y avait des chasseurs sous-marins qui voyaient très bien que ça venait de Monaco, avec le retour du courant Ligure. Ça aurait été aujourd'hui, ben peut-être qu'il y aurait eu un peu plus d'offres dans la connaissance. On met en valeur la connaissance. Et maintenant, la connaissance, elle n'est plus dans un monopole universitaire. Ce monopole universitaire, alors là, je vais être très soporifique. Alors, pas trop longtemps. C'est 1919, Max Weber, le savant et le politique. Un savant est là pour mesurer. Un politique est là pour communiquer et convaincre. On n'est plus dans l'objectivité, toujours quand on est politique. Malheureusement, il y en a qui se sont servis de leur monopole d'universitaire pour faire un combat politique. Aujourd'hui, ils ont le droit, mais aujourd'hui, il y a aussi d'autres voies qui peuvent apporter une connaissance objective, raisonnée, et toujours, donc, c'est malheureux parce que ma fédération s'appelle Fédération Chasse sous-marine Passion, et bien toujours avec peu d'affectifs. Voilà. Et on a énuméré beaucoup d'actions pour montrer qu'on a mis en acte notre volonté de participer et de montrer que non seulement on est là pour diminuer l'impact, qui est déjà très minime, de nos pratiques, mais montrer aussi qu'on est là pour apporter une plus-value. Bon, je m'arrêterai là. Alors moi, en tant qu'élu, je veux surtout parler de gouvernance. Et cette nouvelle gouvernance qui s'est mise en place depuis le Grenelle de la mer, avec donc le Conseil national de la mer qui a été installé récemment le 18 juillet, mais aussi des conseils maritimes de façade. Il y a 4 façades maritimes en métropole. J'ai l'honneur de présider une commission permanente où on a eu vraiment une nouvelle gouvernance avec beaucoup d'acteurs qui ne s'étaient jamais parlé jusqu'à maintenant et qui ont mis toute leur énergie à convaincre, à communiquer, mais surtout à s'écouter. Et ça, c'était très important. Et nous avons eu, donc, dans ces conseils maritimes de façade, qu'est-ce qu'on y fait? D'abord, on a eu à étudier la directive cadre stratégie des milieux marins, avec d'abord une évaluation initiale, puis une définition du bon état écologique. Et maintenant, il va falloir, jusqu'à 2016, faire un plan d'action du milieu marin par façade maritime. Et vous êtes
très bien représentés dans ces conseils maritimes de façade, tout au moins celui que j'ai l'honneur de présider. Vous avez des gens qui sont pugnaces et qui défendent très bien votre cause. Alors, je voudrais vous féliciter d'avoir pu réunir là aussi vos 5 fédérations, et peut-être, et comme on en a parlé en aparté tout à l'heure, peut-être que vous demanderez une représentation supplémentaire au Conseil national de la mer. Je m'en ferai le porte-parole, puisque nous avons un bureau le 10 décembre prochain. Donc, ce Conseil national de la mer, c'est véritablement le Parlement de la mer, et aucun sujet ne lui est étranger, et notamment, bien entendu, on a regardé avec une grande acuité la future loi sur la biodiversité. Je parle sous le contrôle d'Agnès Vince, qui l'a présenté et qui pourra vous en parler bien mieux que moi. Nous avons regardé sous tous ces aspects les 4 des 6 titres qui forment cette nouvelle loi et qui sera très importante au niveau de la préservation du milieu marin. Et donc, vous voyez, nous ne manquons pas de chantier. Et les élus ne sont pas déconnectés. Les élus sont très impliqués parce qu'il y a toute une nouvelle gouvernance, comme je vous le disais, à construire. Et tout le monde est le bienvenu pour vraiment mettre en valeur cette mer. Juste une petite parenthèse. Vous parliez tout à l'heure que 80% de la pollution marine venait de la terre. Dans le Conseil maritime de façade Sud-Atlantique, j'ai proposé qu'on fasse une commission avec la thématique de l'eau, parce que c'est une thématique essentielle, et une commission spécialisée sur l'économie de la mer, où vous avez toute votre place. Donc vous voyez, la gouvernance est parfaitement bien organisée, bien que récente. Voilà. Merci, M. Gobert. Je propose, Jean, peut-être le micro à M. Benta, qui voulait réagir aussi tout à l'heure, pour la Carène Saint-Nazaire. Oui, merci. Une petite réaction amicale, mais comme on oppose des politiques et des scientifiques, je pense que c'est une façon un peu ancienne d'évoquer ces problématiques. L'enjeu aujourd'hui, où est-ce qu'on peut le situer? On peut le situer à plusieurs niveaux, mais il y a au moins un niveau qui concerne tout le monde, c'est celui du dialogue, c'est celui de la démocratie, c'est celui du territoire partagé. Je crois que, d'abord, ces assises en sont un des éléments. Les différentes associations parlent entre elles, discutent, confrontent, ne sont pas nécessairement d'accord sur tous les points, mais en tout cas, ça va voir une culture, ou en tout cas transmettre une culture commune. Je crois que c'est ça l'avenir. L'avenir, ce n'est pas les politiques qui décident d'un côté, des citoyens qui obéissent, ou des associations corporatistes qui considèrent qu'elles ont la vérité à l'opposé de l'intérêt général. L'intérêt général, ce n'est pas nécessairement des consensus mous. C'est la qualité d'un dialogue qui fait qu'ensemble on avance et ensemble on partage un territoire, qu'il soit terrestre ou qu'il soit maritime. Et il y a une notion, cet an dernier, qui est apparue dans le débat public, qui est celle de la gestion des zones intégrées. Gestion intégrée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des gens d'un même territoire se parlent, ils peuvent avoir des conflits d'usage, ils essaient de les surmonter par le dialogue et ils essayent d'avancer des propositions. Je pense que c'est un des enjeux, et je le répète, ce sera ma conclusion, en tout cas sur cette thématique, c'est un enjeu important, le dialogue, et de faire avancer de manière à ce que chacun considère qu'il est un petit peu propriétaire, entre guillemets, de l'intérêt général. Merci, M. Benta. M. Garcia, je vous passe un micro juste après, peut-être Alain Gauthier. Un simple commentaire. Oui. Je réagis à ce que vous avez dit. Rabelais disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et alors, qui est la conscience, là? Est-ce que ce sont les élus? Oui, s'ils font remonter le désir des populations, bien compris, bien étudié. Donc, vous avez un rôle de conscience, messieurs les élus, et pour aider les scientifiques à pas trop déraper sur la rigueur de la science qui est parfois aveugle. Voilà simplement ce que je voulais dire, mais Rabelais, c'est ancien, nous aide beaucoup dans la réflexion, finalement. Merci. Alors, peut-être dire un mot sur les aires marines protégées et puis revenir sur des propos qui ont été tenus sur la gouvernance, etc. Et peut-être en premier lieu aussi, vous remercier d'avoir invité le président de l'Agence des aires marines protégées, qui n'a pas pu être là malheureusement, donc j'ai la difficile tâche de le représenter aujourd'hui. Je voudrais saluer particulièrement Jean Kiefer qui a fait l'effort de venir nous voir au printemps, la démarche à Brest, pour attirer particulièrement notre attention sur cet événement. Et c'est vrai que du coup, on a estimé quand même important qu'on se mobilise hier, aujourd'hui. L'événement est fédérateur. Je sais l'effort que constitue l'association des 5 fédérations. Et bravo, donc je crois que c'est un bel événement
prometteur d'un dialogue qui va continuer, on le sait, de progresser. On en a besoin. Alors, les aires marines protégées, il y a beaucoup de choses, des choses qui sont plus réglementaires et d'autres qui sont plus dans la gestion intégrée. En tout cas, un certain nombre d'entre elles sont vraiment conçues comme étant des plateformes de concertation. Et c'est vraiment important parce qu'on a besoin que les constats soient partagés. Alors, on fait la connaissance, etc. Mais après, il faut la partager. Et puis, il faut aussi que les gens apprennent à se connaître, à respecter les problèmes des autres, à les entendre. Et ça, c'est essentiel. Et je pense que on n'est pas les seuls, hein, mais dans les parcs marins, la logique du conseil de gestion, c'est quand même bien ça, et de construire ensemble un plan de gestion avec des objectifs à long terme de protection du milieu et aussi de développement de certaines activités. C'est autour de ça qu'on essaie de travailler. Avec un mot que je voudrais aussi dire, c'est dans une logique d'approche écosystémique. Alors, ça fait un peu technocratique, ce truc, mais en fait, c'est très important. Ce matin, il y a un exemple simple. Didier Gascuel, ce matin, disait l'état des stocks, bon, alors la pression de pêche diminue, donc les stocks devraient remonter, mais en fait, ils ne remontent pas tant que ça. Pourquoi ? Parce que le recrutement ne fonctionne pas très bien. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres problèmes, il y a d'autres pressions, les habitats qui se dégradent. Bon, alors, c'est vrai que dans les aires marines protégées, on essaie de raisonner d'une façon écosystémique. On s'intéresse aux habitats, pas seulement parce qu'ils sont sur des listes de directives européennes ou à cause de considérations réglementaires, c'est parce qu'il y a une analyse des services que rendent ces habitats. On a des exemples, on parlait tout à l'heure du rôle des austères, par exemple, dans le bassin d'Arcachon, qui contribue à endiguer l'envasement. Enfin, je ne sais pas si j'utilise le terme adéquat, mais on voit bien, donc il ne s'agit pas seulement de dire la zoostère est sur une liste et donc il faut la protéger, mais il y a des raisons objectives à ça qui sont liées aussi au développement économique dans le bassin d'Arcachon. Il y a 15 jours, on a tenu une conférence mondiale sur les aires marines protégées à Marseille, qui est un événement fort. Et on était, je dois dire, je ne vais pas faire de l'autosatisfaction, mais on était assez contents que la France puisse accueillir cet événement. Beaucoup de messages, je ne vais pas en faire la synthèse, mais l'un d'entre eux, c'était « L'homme est au cœur des aires marines protégées ». On n'est pas sur une approche de mise sous cloche, on est sur une approche de valorisation des services que rendent les écosystèmes marins au service de l'homme. Et là, les considérations, on va dire, de protection et les considérations plus du côté de l'économie, à notre avis, se rejoignent. Je pourrais parler un peu plus tard des actions, des projets, d'activités plus précises qui nous semblent importants de mener ou qu'on mène déjà en lien avec vos problématiques. Ce sera peut-être pour une deuxième intervention. Oui, je voudrais... Bien près du micro, M. Perrodi, s'il vous plaît. Oui, je voudrais simplement essayer de remettre un petit peu l'église au centre du village. Nous ne représentons, la pêche de loisirs ne représente jamais que 1% de la pollution de la mer. Je pense qu'autour de moi, j'ai des gens responsables, éco-responsables, ça j'en suis persuadé, et plus que responsables, ça j'en suis persuadé aussi, parce que nos mœurs ont évolué. Nous avons aujourd'hui tous dans nos bateaux des pochons où nous mettons nos déchets, et jamais plus je ne vois en mer, et Dieu sait si j'y suis, de sacs plastiques qui dérivent ou d'autres boîtes d'appât qui dérivent. Ça, c'est un message que déjà on a fait passer, les fédérations ont fait passer depuis très longtemps, et nos adhérents et nos licenciés l'ont entendu. Aujourd'hui, nous savons aussi pêcher et sélectionner, et nous savons pêcher pour manger. Et ça aussi, il faudra que les instances gouvernementales nous écoutent à ce sujet, parce que nous ne sommes pas des prédateurs, je tenais quand même à le signaler. Nous ne sommes pas des pollueurs, je tenais aussi à le préciser à nouveau. Et notre avenir à nous, c'est la mer, parce que notre passion à nous, c'est la mer, donc on la respecte. Mais il reste encore 80%. Il y a peut-être du travail ailleurs. Merci. Madame Vince, je vous en prie. Alors, sur ce point, j'ai envie de réagir. En effet, vous évoquez un chiffre national qui serait donc de 1% de pollution venant de la plaisance. Bon. Alors, moi, je voudrais quand même attirer l'attention sur les chiffres de cette nature, parce que
Nous sortons en fait d'un processus de travail extrêmement intense dont a parlé Monsieur Gobert il y a 2 minutes, qui concerne donc l'évaluation initiale qu'on a faite dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 4 stratégie milieu marin. Donc cette évaluation initiale de l'état des eaux, l'état écologique des eaux marines jusqu'aux 200 000, mais également de l'état des activités humaines, de l'état de l'impact des dites activités sur les milieux, de la définition d'un bon état écologique à terme à atteindre pour 2020, de l'engagement d'objectifs environnementaux donc par sous-région marine. Tout ce processus de travail a donné lieu à un récollement, à une somme de données scientifiques et de concertation inédites sur le territoire. Bien sûr, tous les autres pays de l'Union se sont livrés au même exercice, mais la France a pris un dispositif très déconcentré, beaucoup plus que tous les autres pays. Et grâce à ça, on a pu voir effectivement, comme vous l'avez dit, les conseils maritimes de façade avec l'ensemble des acteurs se pencher sur des documents assez arides, parfois des sommes de chiffres et des sommes de... mais qui ont une particularité, je voudrais le souligner, par rapport à ce chiffre que vous venez de mentionner. C'est que dans cet exercice, on passe d'une vision de l'analyse des impacts sur le milieu, d'une analyse sectorielle par activité, 1% pour, à une analyse qui part du travail et de l'analyse de l'écosystème lui-même. Donc on passe d'une vision sectorielle à une vision écosystémique du milieu, où là on ne s'intéresse pas forcément en premier lieu à savoir qui a fait quoi, mais à savoir ce qu'on observe sur le milieu, qui peut être une somme d'impacts cumulés, des choses qui interviennent en aval ou après une intervention très très loin en amont, qu'on constate donc dans les eaux à 150 000 au large, alors même qu'on sait que ça vient de la terre. Voilà, donc ce sont des processus extrêmement complexes. C'est un travail tout à fait nouveau, inédit, qui a aussi un caractère inédit dans les politiques environnementales, puisqu'il s'agit de rétablir l'ensemble, le bon état de l'ensemble d'un milieu. Il n'existe pas de demande de la sorte à terre. De ce point de vue-là, les marins restent toujours des grands utopistes, des grands explorateurs, puisqu'on nous demande de rétablir le bon état écologique de la mer dans son ensemble. Il n'existe pas de demande de la sorte à terre. On n'a pas de directive qui demande le rétablissement du bon état écologique de la terre. On demande le bon état écologique de l'eau, on demande le rétablissement de bon état écologique des habitats, dans des endroits très particuliers, les habitats significatifs pour des espèces protégées. Mais en mer, on nous demande le rétablissement de l'ensemble de l'écosystème. Et ça nécessitera, comme vous l'avez souligné, l'action de tous, parce qu'après avoir établi le diagnostic, ce qu'on a notifié à Bruxelles en 2012 grâce à vous tous, et grâce aux scientifiques, grâce à l'Agence des aires marines protégées, qui a été très active, grâce à l'ensemble des universitaires, et grâce aux acteurs qui se sont effectivement, j'ai envie de dire, paluchés l'ensemble de ces documents extrêmement difficiles, on arrive maintenant au moment où, après avoir pris connaissance des choses et diagnostiqué, on va devoir passer à la surveillance des milieux. Voilà. Et la surveillance des milieux, on aura aussi besoin de vous, voilà, puisque vous êtes toujours sur le milieu. Et donc, pour la participation au programme de surveillance, on aura besoin des acteurs. Et après, enfin, en 2016, on notifiera le programme de mesures. Et là, il s'agira d'agir, effectivement.